Alors, je vais commencer déjà par me présenter. Pour ceux qui n'ont pas participé au précédent webinaire, donc je suis Romain Gibert et je suis Chief Evangelist Officer chez Dactyléo, donc la plateforme de digital learning qui est développée par Mascot. On est aujourd'hui ensemble pour une vingtaine de minutes pour aborder le sujet des tests de positionnement, notamment en formation mais aussi en recrutement. Et on va voir quel peut être l'apport du digital sur ces tests de positionnement. Mais on va aussi voir quelle peut être leur utilité, quelle peut être la méthodologie pour leur création, et comment le digital a en tout cas amélioré notre usage de ces tests de positionnement. Pendant 20 minutes, on est ensemble, je ne vous entends pas, vous posez vos questions via l'interface qui est prévue à cet effet. Je tâcherai d'y répondre, j'y répondrai oralement en tout cas. Et puis on va essayer de garder le fil, c'est-à-dire une vingtaine de minutes où je vais commencer par expliquer ce que moi, en tout cas, je définis comme un test de positionnement, puis ensuite on partira de la création, de l'exploitation des résultats et ensuite ce que l'on peut en faire dans la mise en place. Donc déjà, qu'est-ce qu'un test de positionnement ? Alors je me suis renseigné, j'ai regardé un petit peu tout ce qui se disait sur le marché, et puis j'ai essayé de créer ma propre définition. Me concernant, un test de positionnement, déjà ce n'est pas un test de sélection. Alors avant de savoir ce que c'est, déjà disons ce que ce n'est pas, ce n'est pas un test de sélection. En formation, le test de positionnement va servir à évaluer le niveau du futur stagiaire, en tout cas, ou de l'individu par rapport à des prérequis, par exemple. Ou bien de segmenter une population, donc tous les futurs participants à notre formation, pour pouvoir leur proposer des parcours adaptés. Donc d'ores et déjà, on voit qu'il y a plusieurs usages. En recrutement, ce test de positionnement, ça va être tout simplement, pourquoi pas, d'identifier le profil qui va correspondre à notre offre. On a quand même une garantie, un gage en tout cas de succès d'une formation qui va augmenter dès lors que l'on va faire un test de positionnement. Une offre adaptée à un besoin, c'est un gage de réussite. Mais pour moi, plus que ça, le positionnement d'un stagiaire avant une formation, c'est vraiment un prérequis obligatoire. Je ne vois pas comment aujourd'hui on peut faire une formation efficace si on n'a pas positionné nos stagiaires et si on ne sait pas quelle réponse leur apporter pour leur faire atteindre notre niveau de sortie qui est l'objectif à la fois du stagiaire aussi de l'organisateur de la formation. Alors qu'apporte le test de positionnement? Il apporte plusieurs choses. Déjà, pour l'enseignant et pour le formateur, il va lui apporter le fait de pouvoir prendre en compte l'hétérogénéité de tous les stagiaires qui vont entrer en formation. Ils sont tous différents, donc il va falloir les aborder différemment, ils n'ont pas tous le même niveau de connaissance, mais par contre, je dois les amener à un niveau de sortie qui normalement est le même pour tous. En tout cas, on essaye. Le test de positionnement va aussi permettre de jalonner la formation. Je pense que c'est fini aujourd'hui que de faire une formation où je rentre le matin et je sors le soir, ou alors sur une semaine par exemple, sans avoir au moins 3 jalons. Un jalon en entrée qui évalue mon positionnement à mon niveau, un jalon en cours de route pour voir si ma progression est tout à fait normale, et puis un jalon en sortie qui va permettre d'attester que mon niveau, en tout cas, a permis à évoluer depuis mon entrée en formation. Je vais pouvoir former des groupes de niveau et je vais pouvoir surtout construire des parcours individuels. Je m'arrêterai plus tard là-dessus puisque c'est vraiment un avantage du digital. Pour le stagiaire, ça représente aussi des avantages. Pour le stagiaire ou l'élève, si on est dans le cas de l'éducation, ça lui permet de se situer par rapport à des prérequis, par rapport à un groupe. Je vais prendre un exemple, peut-être vous l'avez tous vécu celui-là, c'est ce que l'on appelle le cadre européen de référence pour les langues, le CECRL. Donc quand on suit une formation en anglais maintenant, donc à l'école, en entreprise, à l'université, vous savez, on a les niveaux A1, A2, B1, B2, C1, etc., qui permettent en tout cas de positionner les individus selon un cadre de référence. On parlera tout à l'heure de référentiel. Ce que je vous propose, alors déjà n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire, ce que je vous propose c'est qu'on voit comment créer ce test de positionnement. Avant de pouvoir créer un test de positionnement, c'est-à-dire de mettre en place les évaluations, les questions qui vont évaluer le niveau de l'individu, il y a une première étape, c'est celle de bâtir un référentiel. J'en ai cité un tout à l'heure, c'est celui des langues, donc le CECRL, cadre européen de référence pour les langues. Eh bien, lorsque vous allez vouloir faire votre test de positionnement, il va falloir bâtir le vôtre. Vous allez pouvoir, en tout cas, le bâtir avec des axes, vous allez pouvoir le bâtir avec une matrice, on verra tout à l'heure comment cela fonctionne. Je vais reprendre l'exemple des langues. Lorsque l'on est sur les langues, on a 3 axes majeurs. On a le premier axe qui est, on évalue la compréhension de l'individu. Ça, c'est le premier axe du cadre européen de référence pour les langues. On évalue le parler et on évalue l'écriture. Les questions du test qui vont ensuite vous être déployées à chacun permettent de positionner l'individu selon ces 3 axes.
Et ensuite, on va déterminer son niveau. Est-ce qu'il est A1, est-ce qu'il est A2, est-ce qu'il est B1, est-ce qu'il est B2. Si tout cela vous paraît complexe, aujourd'hui, le digital permet en tout cas de répondre et d'aider chacun d'entre vous à pouvoir créer ses propres référentiels et ses propres tests de positionnement. Je vais parler de notre plateforme, simplement Tactileo. Très rapidement, lorsqu'on a créé la plateforme de Digital Learning Tactileo, on a eu des questions de clients, que ce soit des universitaires ou que ce soit des entreprises, des organismes de formation, pour pouvoir créer des tests de positionnement. Certains appelaient même cela des tests Marie-Claire. Vous savez, ces fameux tests où on pose une question, j'ai une situation, j'ai 4 propositions possibles, et en fonction de mes réponses, des carrés, des ronds, des triangles, on va me catégoriser. En formation, c'est la même chose. C'est un test de positionnement. Donc on nous a demandé si on pouvait mettre ça dans Tactileo. Et donc on l'a développé. Et on a très rapidement pensé que l'une des premières étapes les plus complexes, c'était de bâtir le référentiel. Donc première étape, je détermine mes axes. Je reprends l'exemple de l'anglais, comprendre, parler, écrire, mais en management, je pourrais par exemple faire un test de positionnement sur les styles de management. Management directif, participatif, délégatif, etc. Et ensuite, vous allez créer des activités, donc sous forme de questions. Par exemple, dans Tactileo, on a une dizaine de questions sous une vingtaine de formes différentes qui vont vous permettre d'évaluer, mais surtout de positionner l'individu sur ses axes. Alors, je vais faire le parallèle et surtout la différence entre une évaluation et un test de positionnement. Une évaluation, très souvent, vous avez une question, vous avez une réponse possible. Je prends l'exemple d'un QCM, et puis à la fin, la sanction, en tout cas la note qui vous est donnée, c'est où vous avez juste, où vous avez faux. En général, dans un test de positionnement, il n'y a pas de réponse juste, il n'y a pas de réponse fausse. Il n'y a que des réponses possibles. Je prends mon exemple de management que j'ai utilisé tout à l'heure. Je vous suggère, votre collaborateur vient d'arriver pour la 3e fois en retard cette semaine, sans vous prévenir. Et donc, dans mon test de positionnement, je vais proposer, en tout cas, 4 situations. Premièrement, vous l'engueulez devant tout le monde. Deuxièmement, vous le convoquez dans votre bureau. Troisièmement, vous laissez faire. Quatrièmement, vous faites un mail, peu importe. Et en fonction de chacune de vos réponses, vous allez alimenter, avec des points positifs ou des points négatifs, les axes que vous aurez créés au préalable dans votre référentiel. Je m'arrête parce que j'ai une question de Gaël sur les axes. Les axes que l'on a créés sont-ils en lien avec le référentiel métier? Tout dépend de ce que l'on va chercher à évaluer. J'ai pris l'exemple de l'anglais, il n'y a pas forcément de référentiel métier. Ça peut être des axes qui vont être en lien avec des compétences, des savoir-être, des savoir-faire. Vous pouvez imaginer demain faire un test de positionnement sur une formation en Excel. Ça va pouvoir porter sur la globalité de Excel, est-ce que je maîtrise des fonctionnalités avancées, etc. Ou ça va pouvoir porter sur les fonctionnalités que vous utilisez au quotidien dans votre métier. Il y a autant de manières possibles de créer son test de positionnement. Mais il est important de créer son référentiel avec des axes facilement évaluables. Et surtout, il faut les limiter. Moi, j'ai tendance à dire qu'il ne faut pas aller au-delà de 4 axes. Au-delà, la représentation que vous allez avoir de l'individu va être très difficile à analyser. Donc, je reprends. J'ai créé mes axes, j'ai créé mes activités. La particularité du digital, là où ça va faciliter votre travail, c'est que l'analyse des résultats va être automatisée. Par exemple, en sortie d'un test de positionnement sur Tactileo, j'ai des axes. Donc on appelle ça des axes, des vues spider, et je vais avoir pour chacun des axes un point qui va positionner mon individu en fonction des points qu'il a obtenus à ce test de positionnement. Et puis je vais avoir un graphe qui va me le représenter, mon individu. Et puis en fonction du nombre de points, du volume de la surface, eh bien, je vais pouvoir attribuer des caractéristiques à mon individu. Est-ce que c'est un bon manager avec un style plutôt directif? Est-ce que c'est un manager avec un style plutôt délégatif? Je vais avoir une vue immédiate de son profil. Et c'est là où on rejoint des usages du recrutement. Ça peut être intéressant de faire des tests de positionnement avec un outil comme Tactileo, parce qu'en un clin d'œil, je peux avoir une vue sous forme de graphe de mon individu, sa personnalité, ses compétences, ses savoir-être, ses savoir-faire. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail de Tactileo. Vous avez envie de l'essayer, vous allez sur tactileo.com et vous créez votre compte, vous créez vos axes de positionnement et puis vous testez par vous-même. La suite du digital, c'est plutôt sur la diffusion. Avant le digital, j'arrivais en formation. Éventuellement, on m'avait appelé, on m'avait envoyé un courrier, un mail en amont pour pouvoir me poser des questions préalables à cette formation. Mais très franchement, j'ai fait beaucoup de formations, je n'ai jamais été sollicité de cette manière pour qu'on positionne mon niveau. Maintenant, avec le digital, on peut par contre m'envoyer un test de positionnement par mail, sur une appli, peu importe, que je vais faire avant ma formation.
et qui va permettre en tout cas au formateur d'analyser les résultats et ensuite, selon sa volonté, soit de créer des groupes de niveau hétérogènes, soit au contraire de créer des groupes de tutorat homogènes, ou alors de proposer carrément des parcours individuels. Nous, on a essayé d'avoir ces trois approches dans Tactiléo. La dernière, elle est intéressante, c'est le fait de pouvoir proposer des parcours individuels. J'ai des résultats, et en fonction de ces résultats, j'ai un parcours de formation individuel qui va être adapté à mon niveau. Et tout cela, vous allez pouvoir le faire dans Tactiléo. J'ai pas mal de questions, je continue et je répondrai plus tard. Sur l'exploitation des résultats, on a vu comment créer notre test de positionnement. Maintenant, ce qui va être, à vrai dire, la phase la plus délicate dans le positionnement de vos stagiaires ou de vos candidats pour vos recrutements, c'est pas la création. Franchement, c'est l'analyse des résultats et leur exploitation. Faire un test du positionnement, vous allez trouver, vous allez y arriver, vous allez savoir bâtir votre référentiel. Et si vous avez les bons outils, vous allez pouvoir le partager assez facilement. Une fois que vous avez reçu vos résultats, que va-t-il falloir faire? Il va falloir les exploiter pour ensuite pouvoir déterminer l'usage que vous allez en faire. J'en ai dit 3 tout à l'heure, groupe hétérogène, groupe homogène pour du tutorat ou parcours individuel. Les résultats de chaque stagiaire, ils vont vous être communiqués, je prends l'exemple de Tactiléo, dans une feuille de suivi, avec soit une vue tableau, c'est-à-dire que je vais avoir le nom de mon stagiaire, Romain Gibert, style directif, 4 sur 8, style délégatif, 2 sur 8, et ainsi de suite. Je vais avoir tous ces points. Et je vais avoir cette fameuse vue Spider qui me représente mon profil pour pouvoir le positionner. Selon ces résultats, il va falloir que vous orientez vos stagiaires vers tel ou tel parcours ou module. Alors là, on est plutôt dans le comment faire. Maintenant, c'est pourquoi je fais ça. Tout simplement parce que on sait que chaque individu, lorsqu'il arrive en formation, il n'a pas le même niveau que son voisin. Il n'a pas la même manière d'apprendre. Il n'a pas le même rythme. Il n'a peut-être même pas les mêmes objectifs. Donc, il me semble qu'un bon test de positionnement, c'est j'évalue son niveau, j'évalue ses compétences, j'évalue sa manière d'apprendre, si possible, et surtout, j'évalue là où il veut aller pour pouvoir lui proposer et lui construire son parcours adapté. En formation, première étape qui aurait dû être essentielle à toutes les formations auxquelles on a participé, c'est vérifier les prérequis pour l'entrée en formation. Aujourd'hui, les prérequis, ça se limite à une ligne dans le programme. On en a parlé la dernière fois dans le Datadoc. C'est une obligation, si on veut être un organisme de formation certifié Datadoc, que de pouvoir mettre dans son programme les prérequis, etc. Super, mais si on ne les évalue jamais, ça n'a aucun intérêt. Pour moi, les prérequis, il faut les évaluer. Est-ce que quelqu'un qui vient suivre une formation chez moi en Excel, parcours avancé, il faut que je m'assure qu'il maîtrise les bases. Sinon, c'est une perte de temps pour le formateur, c'est une perte de temps pour tous les autres stagiaires, et c'est surtout une perte de temps pour le stagiaire en lui-même, puisqu'il ne va rien apprendre. En anglais, c'est pareil. Lorsque je suis arrivé, lorsque le cadre européen de référence des langues a été mis en place, je me rappelle, je rentrais en licence. Et donc, j'étais en licence et on m'a fait passer un test de positionnement et on a décrété que j'étais, je crois, B1. Et donc, j'ai fait des cours avec un prof qui avait des cours adaptés au B1, avec un ouvrage papier qui était adapté pour les B1 et surtout avec mes collègues autour de moi qui avaient à peu près le même niveau que moi. Et là, j'ai commencé à progresser. Et bien, en formation, c'est pareil. Il me semble que vérifier les prérequis d'un individu et ensuite analyser ses compétences, c'est le parcours obligatoire. Il y a également, j'en ai parlé, des usages en recrutement. On a beaucoup parlé de formation, c'est normal, c'est mon expertise, mais je crois que c'est aussi un usage en recrutement qui peut être très important. Et en plus, je sais qu'il y a des participants qui sont des cabinets de recrutement, des consultants. Le premier usage que l'on peut avoir, c'est de vérifier l'adéquation entre un profil d'un candidat et une offre qui est proposée. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est de pouvoir analyser la personnalité d'un individu. J'ai parlé du management, mais on peut également faire les mêmes tests sur du commercial. Je sais, par exemple, qu'aujourd'hui, un commercial qui vient travailler chez Mascotte, il a un test de positionnement et on va savoir vers quel sujet il est à l'aise. Est-ce qu'il est à l'aise avec les profils grands comptes? Est-ce qu'il est à l'aise avec les démarches de prospection? Est-ce qu'il est... On a réussi, en tout cas, à créer un test de positionnement pour nos commerciaux. Et donc, ça, c'est notre directeur commercial qui l'a mis en place. Et aujourd'hui, les commerciaux suivent ce test. Et puis, on peut aussi l'utiliser pour essayer de savoir quelle va être la formation que notre candidat va devoir suivre pour pouvoir atteindre le niveau espéré. Je prends un exemple. Vous êtes dans une entreprise et vous avez un profil que vous souhaitez faire évoluer vers un poste de manager. Vous allez devoir évaluer son profil actuel pour savoir qu'est-ce qui lui manque aujourd'hui pour être un bon manager.
Le test de positionnement va vous mettre en évidence quelles sont les compétences, quelles sont les formations qu'il va devoir suivre pour pouvoir améliorer telle ou telle caractéristique. Ensuite, vous allez l'inscrire dans ce parcours. Vous allez évaluer avec le même test ou un test dérivé son niveau et vous serez certain, plus ou moins, que maintenant il est apte à prendre ce poste de manager. Et vous aurez mis en place les bonnes formations au bon moment, à la bonne personne, et vous aurez gagné du temps, gagné en efficacité, gagné en argent. Et je crois que ça, c'est un argument qui est suffisant. Et normalement, avec tout ce que je vous ai dit, vous devriez en tout cas être volontaire pour faire vos tests de positionnement. Alors je lis, il y a des questions. Carole qui me demande s'il y a des outils pour analyser. Je crois que le meilleur outil pour analyser un test de positionnement, c'est vous. Il y a des choses où le digital ne va pas forcément pouvoir vous aider. Vous allez avoir un référentiel. Par exemple, si vous recherchez l'exemple que je vous ai donné sur le cadre européen de référence des langues, CE, CRL, vous avez la possibilité de trouver le référentiel sur Internet. Hier, j'ai fait une petite recherche sur Google, je l'ai trouvé, et ça me dit exactement comment les axes sont analysés pour qu'en fonction des résultats de mon stagiaire au test de positionnement, je vais pouvoir lui attribuer qu'il est A1, A2, B1, B2. Je vous invite à faire l'exercice. L'outil, en tout cas, celui qui va être important, c'est celui qui va vous représenter les résultats de votre test. Évidemment, je vais, en bon chief évangéliste, je vais prêcher ma paroisse et je vais vous dire d'utiliser Tactiléo. Nous, on a vraiment eu la volonté avec Tactiléo d'avoir un outil qui vous permet de créer votre référentiel, donc créer vos axes, de savoir comment je vais les évaluer, de créer les activités qui vont vous permettre de faire le test de positionnement, et derrière, d'avoir une vue très simple pour pouvoir analyser les résultats. Vous disposez d'un outil relativement complet. Et en plus, il vous permet d'envoyer, de diffuser ces tests de positionnement pour que votre stagiaire ou votre candidat le fasse sur son téléphone, sur sa tablette, le soir chez lui, quand il veut. Voilà. Fabi, alors j'ai encore plusieurs questions. Alors j'ai Julien, comment étalonnez-vous les tests? Fabienne, comment évaluez-vous la manière d'apprendre, les temps d'apprentissage, en fait le profil d'apprentissage de la personne? Plusieurs choses. Je vais répondre à la première question de Julien sur l'étalonnage des tests. Voilà, il faut essayer, il faut en faire plusieurs, il faut essayer de voir ce qui a marché. Il y a pas mal de choses qui existent, en tout cas dans le milieu scientifique, sur des tests qui ont fonctionné. Il suffit d'avoir les outils pour les mettre en place. On avait fait pas mal de tests nous, pour évaluer les profils des formateurs. Il a fallu le faire plusieurs fois pour voir si les résultats étaient probants. Donc, il ne faut pas hésiter à faire bouger ces tests pour pouvoir, en tout cas, les rendre les plus efficaces possibles. Fabienne qui me demande comment on évalue la manière d'apprendre. Nous, on a une approche qui est un petit peu particulière. On parle de système tutoriel intelligent ou d'adaptive learning chez Tactiléo, en tout cas. Et c'est un sujet d'un futur webinaire. Je vais en parler 2 minutes, je vais faire un petit peu de teasing. L'idée est de pouvoir analyser, grâce au big data, le comportement de nos apprenants dans une situation d'apprentissage. Si vous faites suivre le même parcours à 10 individus, vous allez vous rendre compte qu'ils n'ont pas vécu la même expérience. Pour entrer dans les faits, il y en a peut-être un qui, lorsqu'on lui a proposé un apport théorique sous forme de texte, il n'a pas compris. Et ça, pour pouvoir le vérifier, eh bien, on va lui évaluer après lui avoir apporté ce savoir sous forme de texte. Et on va voir que les 10 individus n'ont pas forcément intégré la même notion. Certains y sont arrivés, d'autres non. On va pouvoir observer son comportement lorsque je lui diffuse une vidéo. Je prends l'application Tactiléo, je diffuse une vidéo à mes participants. Certains vont la lire en entier, certains vont faire X temps de pause, certains vont être évalués à l'issue de cette vidéo et ne vont pas réussir à répondre à la question, etc. Tout cela, donc le résultat de l'évaluation, le comportement du stagiaire face à cette vidéo, face à ce texte, etc., le fait qu'il fasse des pauses, qu'il relise, qu'il recommence, etc., ça traduit un certain nombre de choses. Et donc nous, on a les outils d'analyse avec notre laboratoire de recherche pour pouvoir dire que cet individu, il a un profil d'apprentissage de telle manière. Mais vous pouvez faire ces mêmes tests chez vous. Vous pouvez très bien essayer de diffuser un apprentissage sous différentes formes, et vous allez voir que certains individus vont privilégier l'une ou l'autre des formes. Et concernant les temps d'apprentissage, c'est le tracking. Ce qu'on appelle le tracking, c'est lorsque je suis dans une plateforme de digital learning, par exemple. Nous, en tout cas, on traque les temps de connexion, les périodes de connexion, les échecs, les réussites de l'individu, c'est-à-dire qu'on est capable de savoir quand il s'est connecté, ce qu'il a fait, est-ce qu'il a réussi, est-ce qu'il a retenté, et ça nous permet en tout cas de voir que les rythmes d'apprentissage sur un groupe, ne serait-ce que d'une dizaine de personnes, sont très hétérogènes. D'où l'intérêt de faire à la fois des groupes de niveau, mais aussi des intérêts de faire des groupes par profil. Voilà.
J'arrive à la fin des 20 minutes, donc je vais continuer de répondre à vos questions si vous en avez. Pour conclure, le digital, il a ouvert le champ des possibles concernant les tests de positionnement. Il ne les a pas réinventés. Ce n'est pas depuis qu'il y a le digital que l'on commence à faire des tests de positionnement. On en a toujours fait. Parmi vous, il y a des recruteurs, il y a des organismes de formation très bien qui ont toujours fait des tests de positionnement. Ce que je veux dire, c'est que le digital, quand il a ouvert le champ des possibles, c'est qu'il vous a permis à tous de pouvoir les mettre en pratique. Parce que ce n'est pas chose aisée que de devoir créer son référentiel, créer son test de positionnement, le partager et ensuite analyser les résultats. Nous, en tout cas, c'est l'approche que l'on a voulu avoir avec Tactileo pour pouvoir les rendre possibles, que ce soit de la création du partage jusqu'à l'analyse. Aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi on se passerait d'un tel outil que le test de positionnement. Donc, je vous invite vraiment déjà à le mettre en place, pas forcément avec le digital. Commencez déjà par vous dire, lorsque quelqu'un suit une formation chez vous, quels sont les prérequis, comment je vais pouvoir les évaluer, quels sont les référentiels que je vais pouvoir mettre en œuvre, et essayez de le dessiner sur papier. Ensuite, vous testerez les outils du marché pour pouvoir le créer, et pourquoi pas aller sur tactileo.com pour créer votre compte et pour pouvoir le tester. Vous ferez votre propre idée. Je reste encore connecté pendant 2-3 minutes pour pouvoir répondre à vos questions. S'il y a parmi vous des experts qui ont déjà mis en test de positionnement, qui ont une expérience à partager, n'hésitez pas à m'en faire part, je la communiquerai aux autres participants. En attendant, je vais gagner du temps, je vais commencer déjà à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à partager nos actualités, à participer à nos webinaires. On va avoir un rythme de 1 par mois. Je pense que les prochains vont porter sur la gamification, sur l'adaptive learning, donc tout ce qui est intelligence artificielle en formation. Et je ne sais plus le troisième sujet, je le retrouverai, en tout cas je vous l'enverrai. Donc bien évidemment, on vous communiquera, n'hésitez pas à y participer. Vous recevrez dès demain l'enregistrement de cette vidéo et donc vous pourrez la partager à vos collaborateurs. Alors, j'ai Pierre qui nous fait une remarque qui est tout à fait intéressante. L'idéal en formation pour un adulte n'est-il pas de donner aux participants la possibilité de se positionner lui-même, hors une intervention tutorale? Alors, je ne sais pas si c'est le mieux, mais en tout cas, c'est une approche qui est intéressante. Et moi, j'irais même plus loin, je dirais qu'il faut la doubler, c'est-à-dire demander à l'individu de se positionner, comment il estime être son niveau. Je reprends mon exemple sur les langues. Si vous demandez... Vous mettez le référentiel sous les yeux d'un individu et vous lui demandez de se positionner dans les cases. Est-ce que tu es A1, A2, B1, B2, C1, etc. Et que vous lui faites le test de positionnement et que vous mettez en rapport les deux évaluations, eh bien, l'expérience nous montre en tout cas qu'en général, il y a un décalage. Le stagiaire va toujours se positionner, enfin, dans 80% des cas, je crois, pour l'avoir lu hier, va toujours se positionner un cran ou deux crans au-dessus de sa réelle évaluation. Mais je pense que c'est un exercice intéressant, parce que ça permet en tout cas aux stagiaires de se rendre compte de ses forces, de se rendre compte de ses faiblesses, et de se rendre compte aussi du travail qu'il a à réaliser. En tout cas, merci Pierre pour cette remarque intéressante. Je ne manquerai pas, Carole, de partager en tout cas et de demander aux participants s'ils souhaitent échanger leurs coordonnées ou leurs pratiques. Je vous remercie d'avoir été aussi nombreux. Vous êtes encore nombreux connectés. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois. À bientôt. Au revoir.